Bonjour à tous, merci madame de votre introduction. Donc je me présente, je suis Antoine Messonnier, je suis le chef du département des archives de la documentation du patrimoine du ministère de la Justice, mais j'interviens plus particulièrement devant vous aujourd'hui parce que j'ai donc l'association des archivistes français m'a confié la tâche de présider le comité scientifique qui a conçu le programme qui se déroulera donc à partir de demain au Centre des Congrès et qui va rassembler donc 800 archivistes de toute la France. Je vais présentement ce soir mener l'entretien de monsieur Dauzière, que je remercie beaucoup d'être ici. Je remercie également la mairie de Saint-Étienne pour nous accueillir dans cette salle de la Bourse du Travail. Alors, un mot rapide avant de présenter M. Dauzière sur quel rapport entre cette conférence citoyenne qu'on a souhaitée sur le thème de la transparence et l'ouverture demain donc, du 3e forum des archivistes français à Saint-Étienne. Il y a une importance toute particulière du sujet d'un point de vue social, citoyen, vous l'aurez noté, encore plus je pense dans le contexte actuel des derniers mouvements sociaux. Quand l'Association des archivistes français m'a proposé de piloter les travaux du comité scientifique en octobre 2017, le sujet avait l'importance qu'il doit avoir dans toute société démocratique. L'actualité nous rappelle son importance sociale avec une vigueur renouvelée. Quel rapport avec les archives? Alors, en général, de manière courante, on entend par archives souvent bon, voilà, les vieux papiers qui ont souvent été quelque peu délaissés. Il faut savoir qu'en droit français, dans le Code du patrimoine, les archives ne sont pas cela. Les archives sont en fait l'ensemble des documents et des informations qui vont être proposés, produits par les administrations dans le cadre de leur activité. Et c'est aussi le cas pour l'ensemble des documents et informations produits par les entreprises, par les collectivités ou les associations. Et les archivistes ont un rôle d'organisation de l'accès à cette information, un rôle de passeur. Alors on connaît peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, parce que c'est effectivement un loisir très populaire, comme le montrent les sondages parmi les Français. Vous connaissez peut-être le rôle des archivistes pour transmettre des documents qui sont nécessaires à la généalogie, ou à l'histoire, effectivement, comme on vient de le dire. Mais vous savez peut-être moins que dans les collectivités, dans les ministères, dans les entreprises, des archivistes collectent quotidiennement les documents et les données contemporaines produites tous les jours par ces institutions. Et ils vont en organiser le classement, l'organisation, la conservation, la communication, en essayant justement de trouver un équilibre entre secret et transparence. Qui a le droit d'avoir accès à ces informations quand ils sont par exemple produits par une collectivité? Et c'est parce que c'est quand même à partir de ces informations que les citoyens peuvent exercer le droit constitutionnel de contrôle prévu à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est-à-dire, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et de ce fait, l'accès aux archives est encadré par des dispositions légales qui garantissent la possibilité aux citoyens d'avoir accès à certains documents qui ne mettent en cause ni la vie privée des autres citoyens, ni la sécurité des institutions. Et on le voit bien en l'énonçant en une phrase que se pose là quand même un certain nombre de problématiques pour savoir comment on fait cet équilibre. Donc les archivistes sont au cœur de la question de la transparence et c'est pourquoi l'Association des archivistes français avait choisi cette année, pour le 3e forum des archivistes, de consacrer ce forum professionnel à la question de la transparence. Alors bien sûr, les archivistes ne sont pas les seuls à être acteurs de la transparence. Et je pense même que si on vous avait donné ce thème de la transparence dans la vie publique, vous auriez probablement pensé à d'autres acteurs. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons souhaité organiser cette conférence ouverte au public sous la forme d'un entretien avec une personnalité dont la carrière politique a été largement consacrée à la transparence de la vie publique et des institutions. Donc je remercie chaleureusement M. Dauzière d'avoir accepté de participer à cet événement. Alors, je vais essayer de résumer votre parcours autour, je dirais, de 4 points principaux. D'abord, vous commencez votre vie politique comme un élu local. Et vous avez d'ailleurs poursuivi en ce sens longtemps. Vous avez été premier adjoint au maire de Laon entre 1977 et 1981, maire de Laon entre 1983 et 1989, mais également conseiller régional de Picardie, président du conseil régional et conseiller départemental de l'Aisne, plus tardivement entre 1993 et 2008. Votre deuxième grosse partie de votre vie a été consacrée au fait que vous avez été député du Parti socialiste de la première circonscription de l'Aisne entre
1988 et 2017 pour résumer, mais avec une interruption entre 93 et 97. Et dans le cadre de ces fonctions, vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale de 2005 à 2007. Et vous avez siégé à l'Assemblée nationale au sein de la commission des lois. Vous vous êtes, au cours de ces mandats, spécialisé dans les questions liées aux collectivités, tant à leurs compétences qu'à leur financement, puis vous élargissez d'ailleurs ces questions au financement de l'ensemble de la vie publique. C'est ce qui vous a fait, je pense, particulièrement connaître du grand public, puisque vous avez notamment patiemment enquêté sur le train de vie de l'État, et en particulier celui de l'Élysée, donc de la présidence de la République. Votre expérience en la matière vous a d'ailleurs poussé très récemment à publier 12 propositions pour la modernisation de la vie publique, après l'annonce par le président de la République Emmanuel Macron de la préparation d'une loi sur ce sujet après son élection en mai 2017. Cet engagement, et je voulais le rappeler tout de même, dans le troisième point, je dirais, de votre carrière, cet engagement dans la vie publique de la nation s'est croisé avec votre formation initiale de géographe, d'historien, en histoire-géographie, et fort de votre expertise dans le domaine des finances publiques et des finances locales, vous avez donné de nombreuses formations sur cette question, étant notamment chargé d'enseignement en finances publiques à l'université de Reims pendant 35 ans, de 1978 à 2013. Et enfin, pour témoigner de l'ensemble de ces engagements, vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment L'argent caché de l'Élysée en 2007, ou alors, plus récemment, Argent, morale et politique en 2017. À présent, n'ayant plus de mandat politique en cours, vous vous consacrez à la présidence d'un think tank que vous avez contribué à créer et qui s'appelle l'Observatoire de l'éthique publique et qui rassemble des parlementaires et des universitaires pour sensibiliser, informer et faire des propositions autour du thème de l'éthique publique. Je souhaite maintenant, je pense, après cette présentation, aussi entrer dans le vif du sujet et vous poser une première question autour du rôle du parlementaire dans l'accès aux documents administratifs. Le cas des comptes de l'Élysée est de ce point de vue très intéressant. Je vous avais au départ demandé, quand on a préparé cette conférence, quels documents ou archives aviez-vous utilisé pour mener votre enquête. Et en fait, vous m'aviez répondu que vous n'aviez pas travaillé ainsi, et car il n'y avait pas de documents pertinents. Alors, je vais vous laisser vous en dire plus, parce que pour un archiviste, c'est forcément assez étonnant. Et en même temps, ça montrait bien aussi quelle était l'utilité du parlementaire sur le sujet. Merci, monsieur Lesceulier. Vous m'entendez bien? Oui, bon, d'accord. Oui, alors je vais répondre. Non, il n'y avait pas de, on va dire, il n'y avait pas de document à l'Élysée. Il n'y avait rien d'ailleurs. Enfin, je vais y revenir. C'est un cas d'école assez particulier quand même. Bon. Et auparavant, je voudrais quand même vous dire, en vous saluant tous, là, tous, merci d'être venus, je vais vous dire que, au fond, la transparence, c'est le cœur de la fonction parlementaire. Enfin, je parle comme parlementaire, c'est le cas pour les responsables publics, mais pour les parlementaires, c'est fondamental. Alors, bien entendu, cette transparence, elle existe dans les sociétés démocratiques, là où il y a plusieurs partis politiques, où il y a la liberté de la presse, et où donc il y a des confrontations qui permettent, notamment sur la politique qui est suivie, d'essayer de déceler, d'aller voir un peu où est la vérité. Naturellement, c'est un combat politique qui est un peu difficile. Mais c'est pas à ce type de transparence que je me suis attaqué. C'est plutôt à une sorte de transparence d'aspect plus technique, apparemment, mais vous savez, il faut se méfier des termes, qui consiste, je dirais, à voir comment a été dépensé l'argent public. Donc c'est une sorte de contrôle de l'argent public qui est d'ailleurs devenu, qu'on a mis dans la Constitution comme l'un des rôles majeurs des parlementaires et, à mon avis, aujourd'hui, dans le monde, dans l'ensemble des parlements des pays démocratiques, la fonction de contrôle de la dépense publique prend de plus en plus le poids par rapport à la fonction de législateur qui est devenue tellement compliquée qu'elle est généralement le fait de l'exécutif. Et le législateur, on corrige à la marge. Voilà. Mais il y a le contrôle de la dépense publique. C'est pas, si vous voulez, c'est pas la dépense publique, c'est-à-dire notre argent. Hein, votre argent, le nôtre, enfin, parce qu'au fond, c'est ça qui finit. Hein. Alors évidemment, ce sont des sommes assez considérables. Hein,
en France, la dépense publique est de l'ordre de 1300 milliards d'euros. Bon, c'est pas... bon. Moi, dans ce domaine-là, j'ai pas... donc, il y a de quoi faire. Hein. Bon. Mais moi, j'ai choisi un domaine un peu particulier, qui est au fond un peu le train de vie de l'État. Enfin, d'abord, il y a eu l'Élysée, on va y revenir, c'est le hasard. Et puis, à partir de là, ensuite, ça s'est étendu à ce qu'on peut appeler le train de vie des responsables publics. Pourquoi? Parce que, au fond, dans la conception qui est un peu la mienne de la vie politique, et dans une période, naturellement, où il faut de toute façon faire un certain nombre d'économies, parce que on a un endettement, enfin je ne vais pas vous traiter ce sujet-là, je ne vais pas vous désoler dès le début de la réunion, mais sachez que on paye actuellement, la France paye actuellement par heure, chaque heure, 5 millions d'euros d'intérêt. D'intérêt. Bon, ça fait 125 millions par jour. Bon, 45 milliards dans l'année. Enfin, bon, s'il démontre simplement qu'il faut effectivement quand même un peu réduire. Je ne vais pas vous dire où ni comment, mais enfin, voilà. Donc, à partir du moment où on dit, tous les gouvernements se rendent compte qu'il faut faire un certain nombre d'économies, encore faut d'économies, ou en tout cas d'éviter des dépenses un peu ostentatoires, superflues. Bon, il m'a semblé qu'il était quand même tout à fait normal que les responsables, que ceux qui avaient cette responsabilité, au fond, montrent l'exemple. Donc c'est un peu dans ce domaine-là, parce que si les responsables publics ne montrent pas l'exemple, il n'y a pas de confiance possible entre les citoyens et les responsables. Et si vous n'avez pas cette confiance, eh bien c'est tout le lien politique. On ne peut pas faire une politique, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas confiance, une forme d'adhésion de la population à cette politique. L'adhésion, elle n'est jamais définitive, bien entendu, mais je veux dire, si on comprend. Et on ne le comprend que si on a le sentiment que ceux qui préconisent quelque chose ont un comportement exemple. Au fond, c'est ça. C'est dans un domaine où ce qui comptait, c'était l'exemplarité. Ce n'est pas le niveau de la dépense. Si vous voulez, sur 1000, je ne développerai pas beaucoup de chiffres, mais sur 1000 euros de dépenses publiques, 1000 euros, c'est plus compréhensif que les 1250 milliards. Sur 1000 euros de dépenses publiques, le domaine dont je me suis occupé, c'est-à-dire tous les pouvoirs publics, budget de l'Élysée, budget de l'Assemblée nationale, budget du Sénat, budget du gouvernement, budget du Conseil constitutionnel, si on veut, tout ça, ça représente 1 euro. 1 euro. Alors, c'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de diminuer cette dépense. Hein. Le budget de l'Assemblée nationale, sur 1 euro, c'est 40 centimes sur 1000 euros de dépenses publiques. Je le dis parce que c'est de la période où on a entendu un peu partout, il faut faire des économies, et dans toutes les réunions, j'ai fait quelques réunions là-dessus, on dit il faut réduire les dépenses, il faut supprimer les députés, diminuer les députés, diminuer les salaires, tout et n'importe quoi. Ça n'est pas le montant, c'est pas ça qui compte, c'est naturellement l'exemplarité. Il faut en avoir bien conscience, mais c'est peut-être même encore plus important. Mais c'est pas en réduisant, même s'il faut les faire, c'est pas là qu'on va résoudre nos problèmes. Hein. Mais on va maintenir ce lien de confiance. Voilà, je crois que je voulais vous dire ça. Et naturellement, tout ce travail, je l'ai fait en tant que parlementaire, c'est-à-dire avec l'idée, non pas de dénoncer, de stigmatiser, non pas de jouer au chevalier blanc, même si certains journaux voulaient m'appeler comme ça, mais jamais, pas du tout. J'exerçais un rôle de parlementaire et dont l'objectif était de dire on met à jour un certain nombre de dérives, de comportements qui ne sont pas normaux, eh bien il faut modifier la législation ou la réglementation pour rendre ces comportements les empêcher.
Et je n'ai jamais stigmatisé un élu ou une institution particulière. L'Élysée, c'était un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi, mais en dehors de ça, jamais. Parce que mon objectif n'était pas de dénoncer, ni d'ailleurs de dénoncer un milieu que je trouve particulièrement honorable, hein, qui est ce milieu politique où on rencontre des gens qui sont absolument admirables et qui font un travail admirable, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc, ce n'est pas de dénoncer comme certains peuvent le faire, pour virer au populisme ou pour faire vendre des journaux. Non. L'objectif, c'était bien d'améliorer les choses et j'ai quand même été satisfait d'ailleurs de voir que justement à l'Élysée les choses ont changé. Alors, si je débute là-dessus, je vous ai dit, je me suis occupé de l'Élysée, je dirais par hasard. Pourquoi? D'abord, il faut savoir que, sans remonter trop loin, depuis 1946, aucun parlementaire ne s'était préoccupé du budget de la présidence de la République. Aucune observation à l'Assemblée nationale, sauf une fois, après un déplacement du général de Gaulle en Amérique latine. Là, il y a eu un petit débat, ça n'a pas duré longtemps. En dehors de ça, rien, jamais. On n'a jamais abordé la question du budget de la présidence de la République. Bon. Déjà, donc c'était une question qui était devenue... Alors, sous la 4e République, ça se comprenait. Le président de la République inaugurait les chrysanthèmes, en général. Il y avait 10 personnes à son cabinet, encore, peut-être même pas. Bon, il avait des dépenses, il faisait des réceptions, c'est tout. Voilà. Bon, donc, évidemment, personne ne s'intéressait à cette somme-là. Sous la Ve République, naturellement, les choses ont changé. Mais elles n'ont pas changé du tout au tout. Le général de Gaulle n'a rien changé, c'est sans doute là le problème, n'a rien changé au financement de l'Élysée. On a fait comme avant, c'est-à-dire quelques lignes budgétaires, quelques crédits minimes d'ailleurs, et qui sont restés minimes en plus. Par contre, l'activité présidentielle a pris une autre dimension au fil du temps, bien entendu. Et puis, donc, ça s'est gonflé, bien entendu. Et puis, on pensait bien, c'est au départ, pendant la période de la guerre d'Algérie, c'est d'ailleurs ce qui a permis au général de Gaulle de revenir au pouvoir, les préoccupations des Français, c'était la fin de la guerre d'Algérie, qu'on n'appelait pas guerre d'ailleurs à l'époque, mais c'était avant de s'occuper d'autre chose. C'est à partir du moment où ce conflit s'est terminé, enfin que là, bon, après, on fait de la politique. Donc, tout portait à ce qu'on ne se préoccupe pas de ça. Naturellement, prestige du général de Gaulle, on ne mettait pas en cause, on ne mettait plus en cause le président de la République, et au fil du temps, évidemment, au fil du temps, la présidence s'est renforcée, je ne sais pas, et on ne mettait pas les choses, on a pas remis les choses en cause. Donc, il n'y avait pas de budget. Il y avait une dotation de l'équivalent de 3 millions d'euros, hein, qui était, j'ai converti en euros d'aujourd'hui, l'équivalent était donné comme ça, bon, et puis c'était tout. Mais par contre, dans l'activité de l'Élysée, elle ne cessait d'augmenter. Parce que je dois dire, moi qui étais, quand j'étais jeune à ce moment-là, opposant politique au général de Gaulle, c'est quand même celui qui a été le plus économe, hein, de nos présidents. Bon. Parce qu'il y avait peu de collaborateurs, et ainsi de suite, quoi. Par contre, les successeurs, on a agrandi, on a augmenté, bref, chacun en a rajouté une louche. Le budget n'a jamais augmenté. Enfin, très peu. C'est tout. Si, il a augmenté avec Jacques Chirac. Donc, vous voyez, on va très loin. Hein. Il a augmenté avec Jacques Chirac, et c'est comme ça que j'ai découvert. C'est-à-dire que, vous avez dit que ma spécialité, c'était un peu les collectivités locales. Bon, effectivement, alors, comme j'avais fait quelques ouvrages, d'ailleurs, et quelques sessions de formation en collectivités locales, et j'insistais beaucoup auprès des gens pour leur dire, vous savez, dans les collectivités, ce qui compte, c'est pas le budget primitif, parce que le budget primitif, on y met un peu tout ce qu'on veut, des prévisions, on a beau faire des prévisions, vous savez, ce qui compte, c'est le compte administratif, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a dépensé.
Et donc, étant député, au départ, j'ai beaucoup travaillé sur les collectivités locales, et donc à la commission des lois, puis j'ai des rapports là-dessus, puis notamment pour alimenter le cours que je faisais à la fac, j'essayais, je regardais les rapports de la Cour des comptes sur le règlement des budgets, qui n'était pas diffusé à l'époque, c'était même pas imprimé, ça, il fallait aller les chercher pour savoir, règlement du budget, là c'est ce qu'on appelle dans les collectivités locales le compte administratif, c'est-à-dire les sommes qui avaient été effectivement versées aux collectivités. Alors je feuilletais ministère par ministère pour voir un peu ce que les collectivités avaient reçu pour faire un tableau que je présentais aux étudiants en disant voilà comment évoluent les collectivités, les subventions de l'État aux collectivités locales. Et donc, voilà. Et puis en feuilletant, un jour, à un moment donné, je tombe sur une rubrique, en 2001, je tombe sur la rubrique pouvoir public, et puis là, la Cour des comptes dit écoutez, le budget de l'Élysée, donc ça portait sur l'année 2000, on est en 2001, donc un an de retard. Bon. L'Élysée avait prévu, j'ai plus le chiffre en tête, là j'invente, 10 millions, il en a dépensé 30, en rajoutant 20 en cours d'année par un décret normal, qui n'est pas publié au journal officiel. Bon, et la Cour des comptes dit, fait pas d'observation en disant, comme ça fait plusieurs fois que ça se produit, ce serait peut-être bon quand même que l'Élysée, au fond, demande la somme nécessaire en cours d'année. Bon, ça m'a paru un peu curieux. Alors je ne sais pas, avec cette idée, je dis tiens, pourquoi. Alors donc je suis allé regarder, comme je garde les rapports des années précédentes, je suis allé voir les rapports des années précédentes. Alors, les rapports des années précédentes, il n'y avait aucune remarque. Il n'y avait que des tableaux chiffrés. Vous savez, les tableaux chiffrés, il y en a tellement dans ce rapport de la Cour des comptes. Mais en regardant celui sur les pouvoirs publics, je m'aperçois qu'effectivement, depuis 1995, c'est-à-dire depuis l'élection de Jacques Chirac, tous les ans, on rajoute en cours d'année une dotation au budget. Et pas des petites sommes, donc quelquefois ça doublait le montant du budget. Donc ça faussait complètement, c'est-à-dire qu'on demandait une somme, on demandait 10 au Parlement, on en rajoutait 20 en cours d'année, et puis l'année d'après, on ne demandait pas 30, on demandait 15, puis on en rajoutait 30, enfin c'était quelque chose d'invraisemblable, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est ça qui m'a poussé à dire, attendez, il y a un problème au budget de l'Élysée. Voilà. Donc c'était le hasard qui fait que je suis mis là, et donc j'ai commencé à dire qu'est-ce que c'est que ce système qui consiste pour l'Élysée à réclamer tant au Parlement et puis en cours d'année, alors que personne ne peut le voir, parce que vous pensez bien que 18 mois après, personne ne va aller regarder ce qui se passe. Bon, donc c'est là-dessus que j'ai démarré. Et puis après, j'ai un sujet, dit au fond, le budget de l'Élysée, c'est quoi? Alors j'ai consulté des ouvrages, il n'y a pas beaucoup. Il y a un universitaire qui a fait une partie de sa carrière à Limoges, mais qui est maintenant à Toulouse, s'appelle Vincent Dussard, qui a fait une thèse sur les pouvoirs publics, le financement des pouvoirs publics. C'était plutôt historique, ça paraît intéressant, mais s'agissant de la présidence de la République chez nous, il se contentait de dire que voilà, le Parlement votait sans rien dire. C'était ce qui était devenu, dit-il, une tradition républicaine. Jamais. Voilà. Bon. Ça ne m'apprenait pas grand-chose, mais enfin simplement l'environnement. Et puis il y avait quelques ouvrages de journalistes qui étaient sortis. Il y avait une vie quotidienne, vous savez, la collection La vie quotidienne au temps de, il y avait une vie quotidienne au temps de Charles de Gaulle, il y avait une vie quotidienne au temps de Valéry Giscard d'Estaing, mais là c'était bourré d'anecdotes, mais pas de chiffres. On disait, bon, le budget, le Parlement vote le budget, voilà, et puis on ne remet pas en cause le budget du chef de l'État qui a quand même le droit d'avoir les moyens de travailler. On savait même, on ne donnait pas de chiffres précis sur le nombre de collaborateurs, on disait comment la maison fonctionnait, enfin, etc. Bon. Ça n'apprenait strictement rien du tout. Alors, j'ai commencé un peu à réfléchir, puis je me suis aperçu, donc au fil du temps, parce que tout ça va durer un certain nombre d'années,
d'abord fallu vaincre l'hostilité de mes camarades, parce que quand j'ai commencé à voir ça, j'ai dit, bon, bah, je vais aller aux explications, et là on me fait savoir, on ne touche pas à ça, hein, bon, en clair. Hein, bon. C'était la période Chirac, Jospin Chirac, hein, bon, avant 2002. Hein, bon. Donc on ne touche pas à ça. Alors, malgré tout, on ne pouvait quand même pas m'empêcher de parler. J'ai quand même pris une fois la parole en disant, attendez, il y a des choses qui ne sont pas claires à l'Élysée. Là, on m'a dit, oh là là, de quoi ça n'intéressait pour l'instant personne. Les ministres ont laissé passer. Et puis en 2002, j'ai été réélu, et là, je me retrouve dans l'opposition. Bon, alors là, un peu plus libre, je dirais, pour pouvoir travailler. Et je poursuis, puis je me renseigne. Alors, que l'Assemblée verse globalement à l'Élysée ne représente qu'une petite partie de l'Élysée. J'apprends qu'il y a toutes sortes de financements. Alors, d'abord, il y a des entreprises publiques. Enfin, il est vrai qu'au moment où je commence à faire, il y en a un peu moins. Mais les entreprises publiques avaient pris l'habitude de mettre des personnels à disposition de l'Élysée. Alors, c'est elles qui continuent à les payer, bien sûr. Et puis les types travaillaient à l'Élysée. C'est des emplois fictifs, en quelque sorte. Ça existait comme ça. Alors, tradition, paraît-il, quand il y a un responsable d'Air France qui était venu voir comme ça le directeur de cabinet de Mitterrand, vous voyez, en 80, ça se fait comme ça, puis bon, voilà. Et puis, bon, ça s'est terminé. Et puis, il y avait les fonds secrets. Ah, les fonds secrets, par définition, pour les archivistes, c'est compliqué, les fonds secrets, les entrées secrètes. Alors, attention, les fonds secrets, ce n'est pas ceux auxquels vous pouvez penser, ceux qui servaient à des opérations du type Rainbow Warrior, enfin plutôt quelquefois aussi à des opérations dont on n'entend pas parler parce qu'elles avaient réussi, c'est d'abord, enfin, mais les fonds secrets, en principe, c'est ça. C'est pour mener des opérations que décemment on ne peut pas rendre publiques et financer, avec des financements. Bon. Mais il continue à exister cela. Ça, bon. Mais ce n'était pas cela. En fait, il y en avait beaucoup plus. Il y avait le double. Le double. Et donc les autres, ça servait à quoi? Eh ben, ça servait à tout. Alors ça a financé au fil du temps, on ne le sait pas hein, par définition, ça a financé au fil du temps des dépenses politiques, les partis au pouvoir, bon, avaient comme ça de l'argent, surtout quand les partis politiques n'étaient pas financés. Ça finançait l'Élysée. Charras m'a dit une fois, c'est comme ça qu'on finançait la Garden Party, sur les fonds secrets de l'Élysée. Et puis ça finançait les ministères, les fonctionnaires qui recevaient des primes, et puis ça finançait les ministres. Par exemple, sachez que depuis 1946, de 1946 à 2002, tous les ministres des Finances de la République française étaient payés au black. Enfin, quand je dis le ministre des Finances, c'est parce que c'est le plus intéressant, mais tous les ministres étaient comme ça. Pas plus les ministres des Finances. Pourquoi? À ce plan, ils avaient leur rémunération officielle, on la connaissait. Bon. Et puis, à côté de ça, il y avait tous les mois, leur chef de cabinet allait chercher auprès du chef de cabinet de Matignon une petite valise avec des billets, et puis la ramenait chez lui, et puis là, le ministre distribuait l'argent. Alors, comment? On ne sait pas par définition. Il en gardait une partie pour lui, et puis il en distribuait une autre partie, paraît que certains, au singulier, ont gardé tout. Bon. Ça leur a permis d'avoir un patrimoine immobilier. Bon. Et puis d'autres distribués plus ou moins. On ne sait rien là-dessus. Alors, on a découvert ça. Ça s'est supprimé en 2002. Pourquoi? Parce qu'en 2001, 14 juillet, c'était toujours la querelle Chirac-Jospin. À ce moment-là, Chirac est accusé de... La presse a souligné qu'il a fait des voyages, beaucoup de voyages privés, etc. Et on se demande comment ça a été payé. Et Chirac dit qu'il a payé ça avec les fonds secrets qui lui restaient quand il était Premier ministre. C'était quelques années avant. Enfin, alors à ce moment-là, Jospin se fâche, parce qu'en plus Chirac dit, oui, vous savez,
les fonds secrets, hein, le Premier ministre, il y en a, hein, ça, je le sais. Bon. Alors là, Jospin se fâche et demande au président de la Cour des comptes de faire une enquête, et c'est comme ça qu'on a finalement su exactement ce qui se passait, les sommes, la répartition des sommes, etc. Et on a dit, top, terminé. Depuis le 1er janvier 2002, plus de fonds secrets, ils ont été remplacés par une prime, donc tous les fonctionnaires qui étaient payés comme ça en plaque, maintenant sont payés normalement sur leur prime. Il n'y a que les ministres, on n'avait rien prévu, et donc en 2002, au mois de juillet 2002, après le changement de gouvernement, là, les ministres se sont dit quand même, notre niveau de vie a baissé, on a régularisé ça. Bon. Donc il y avait les fonds secrets qui servaient. Depuis 2002, ça ne sert plus. Bon, ça n'existe plus. Bon. Et puis il y avait surtout les ministères. Chaque ministère fournissait du matériel, des hommes, des financements, de tout. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'Élysée fonctionnait. Pour la bonne raison qu'après tout, le président de la République étant le chef de l'exécutif, le gouvernement n'est jamais que son gouvernement. Bon, je ne fais pas du droit, hein, mais du droit constitutionnel. En effet, donc, le président, il décide. Donc, si le président demande et ses collaborateurs demandent, ben, les gens exécutent. Et donc, c'est comme ça que fonctionnait l'Élysée. Le ministère des PTT, quand il existait, ben, il payait les timbres, il payait les communications téléphoniques, et il tenait le standard de l'Élysée, il mettait un certain nombre de personnes, il continuait à payer. La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, je ne sais pas pourquoi c'était tombé sur la direction régionale de l'Île-de-France, payait les gommes, le crayon, le papier, enfin les fournitures administratives. Bref, il y a comme ça des habitudes. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ah, naturellement, on ne le savait pas. Hein, on ne le savait pas. Mais donc, alors, je me suis dit, ben, il faut éclaircir tout ça. Et donc, c'est à partir de là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puis si vous avez quelques questions, on verra après. À partir de là, j'ai dit, ben, il faut quand même clarifier tout ça. Donc, je me suis amené pendant des années ce qui, au fond, pouvait s'apparenter alors peut-être à une enquête policière ou à une recherche archéologique. C'est-à-dire que auprès de chaque ministère, je me suis efforcé de savoir ce que le ministère dépensait pour l'Élysée. Et j'ai utilisé pour ça une procédure qui est une procédure parlementaire ouverte à chaque député, qui est la question écrite. Parce que la question écrite, bon, c'est pas la séance de cinéma, de théâtre du mardi, du mercredi, là, celle que vous regardez à la télévision, là, bon, qui n'a rien à voir, qui est du cinéma ou du théâtre, selon là, de plus ou moins mon goût. Enfin, non, la question écrite, c'est une question que chaque parlementaire peut poser, qui est publique, qui est publiée au journal officiel. Enfin, maintenant, il n'y a plus de journal officiel, enfin, elle est en numérique. Hein, bon. Et voilà. Et auquel, il y a surtout une chose, auquel le ministre est obligé de répondre. Il est obligé de répondre parce que s'il ne répond pas, Philippe Séguin, quand il était président de l'Assemblée, avait mis au point une procédure en disant si le ministre ne répond pas aux questions, parce que ça le gêne, etc., il tarde, eh bien, à ce moment-là, les questions peuvent être signalées, donc une procédure dite du signalement, ce qui veut dire que ce sont les questions les plus intéressantes, et dont on veut une réponse 10 jours après. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre 1995, période où cette procédure a été mise en place, les questions signalées a été mise en place, et 2009, il y a eu à peu près 8500 questions, parce qu'elles étaient plafonnées, hein, pas une masse, on choisissait toutes les semaines. Et sur ces 8500 questions, il n'y a pas eu une heure de retard. Ça a dérapé, ça a commencé à déraper en 2009, on y reviendra. Bon, voilà. Et donc, je suis mis à découvrir ça, et donc j'ai posé des questions. Hein, j'ai multiplié les questions. Bon, vous savez, les questions, j'ai noté quelque part un chiffre. Entre 2002 et 2007, j'en ai posé une centaine, et puis entre 2007 et 2012, j'ai dû en poser 400, 500, enfin, etc. Ouais, le chiffre, n'importe quoi. Bon, voilà. Et c'est à partir de ça que j'ai fini par, à chaque fois, en obtenant les réponses, savoir... Alors, la question, vous savez, c'était pas de la littérature. Hein.
Parce que le problème des questions écrites, quand vous interrogez un gouvernement, on voit bien, plus la question est générale, plus il vous répond en général. Bon. Il faut poser une question, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein, vous demandez éventuellement combien 2 et 2 ça fait. Et si on ne vous répond pas, vous reposez la question en disant vous n'avez pas répondu. Ou si on vous répond 3, vous reposez une question en disant attendez, moi il dit 3, mais c'est pas 3, moi je trouve que c'est 4, vous êtes trompé. Alors, je dis ça parce que dans les questions dans les réponses qu'on m'a données, il y avait ce type de réponse. On me donnait une liste de personnes, on faisait le total, il ne coïncidait pas. Donc je leur disais attendez, bon, voilà. Et puis alors pour faire sérieux, hein, je ne demandais pas seulement combien il y avait de fonctionnaires, de membres, de fonctionnaires du ministère mis à la disposition de l'Élysée, je demandais leur catégorie, A, B ou C, D. Je me fichais complètement de la catégorie, mais ça fait sérieux de demander la catégorie. Bon. Éventuellement, je leur demandais l'imputation budgétaire. Ça ne m'intéressait pas du tout, l'imputation budgétaire, mais tout ça a été dispersé dans le ministère, mais là aussi, obligé à faire un petit peu sérieux. Puis voilà. Donc, à partir de là, et puis je demandais le coût, hein, la rémunération, charges sociales, compris. Et donc, en procédant de cette manière-là, je me suis aperçu que, finalement, le budget de l'Élysée, c'était pas... Alors, c'est en 2005 que je commence à avoir des choses un peu claires. En 2005, le budget de l'Élysée, la dotation qu'on vote, elle est à 30 millions, mais elle avait quand même augmenté un petit peu, puis on avait supprimé les fonds secrets, on les avait remplacés, donc elle était à 30 millions. Mais tout ce que les ministères finançaient, ça représentait 60 millions. Donc le budget, il était en fait de 90 millions. Bon, là, ça a commencé, quand j'ai commencé à avoir tout ça, ces renseignements, là, la presse s'est dit, oh là là, c'est intéressant, et ils ont commencé à en parler. Enfin, les journaux ont fait beaucoup de travail là-dessus. Bon. Mais ça devenait, c'est devenu un petit peu... Et puis alors, après, je me suis dit, mais il faut en même temps savoir, les 30 millions de questions qu'on vote là, ils servent à quoi? Hein, parce que personne n'avait jamais demandé, c'était global. Et l'Élysée en faisait ce qu'il voulait. Alors j'ai dit, ça sert à quoi? Alors, les repas, les voyages, bon, je suis aperçu que quand le président se déplaçait, c'était les affaires étrangères qui payaient. Il y avait une flotte gouvernementale, mais c'était le ministère des Affaires étrangères qui payait tout ça. Et quand les ministres se déplaçaient aussi, ils ne payaient pas eux-mêmes. Bon, donc, j'ai là aussi remultiplié les questions pour arriver à faire savoir combien ça coûtait pour chaque ministre, ce qu'il payait, ce qu'il remboursait, etc. Et donc, voilà, donc on a approché un petit peu la vérité, et puis, si vous voulez, il s'est trouvé, j'arrive là un peu à la conclusion de ce premier chapitre, il s'est trouvé que, à ce moment-là, rentre en application ce que l'on a appelé la LOLF, si ça vous dit quelque chose, loi organique aux lois de finances. En clair, une nouvelle constitution financière, une nouvelle manière d'analyser le budget. Avant, c'était des chiffres, les services votés, on reproduisait, enfin vraiment incompréhensible. La LOLF, c'est nouveau, on vous dit, maintenant, on ne vote plus les budgets par ministère, je fais court, on vote les budgets par mission. Par exemple, vous avez une mission sécurité routière. Eh bien, cette mission sécurité routière, elle a un responsable, ça peut être un ministre, ça peut être quelqu'un d'autre, elle a un responsable, et surtout, on va y trouver tous les crédits que tous les ministères consacrent à la sécurité routière. L'objectif, c'est justement de focaliser sur les missions, sur les résultats, et donc plus s'intéresser au vote des crédits, parce que les votes des crédits, on peut les changer en cours de route, etc., ce qu'on appelle la fongibilité, tandis que là, l'intérêt, c'est... Et donc, à partir du moment où on fait ça, vous vous rendez compte, il y avait une mission pouvoir public. L'Élysée n'était pas une mission, c'était un sous-ensemble. Mais l'Élysée, c'était le type même, dans ce contexte-là budgétaire, comptable, l'Élysée était le type même de l'institution qui était financée par une quinzaine de ministères et d'institutions, alors que tout ça restait dispersé dans leur domaine. Donc, c'était plus tenable, outre le fait qu'on s'apercevait que
tout ce qu'on votait était tout à fait fictif, bon, eh bien, c'était plus tenable. Et donc, eh bien, à ce moment-là, il a été décidé, puis j'ai mené la pression longtemps. À chaque fois qu'il y avait une intervention à faire sur l'Élysée, j'en mettais une louche. J'ai parlé une fois 1h30 sur le budget de l'Élysée. C'était un texte de loi. C'était un texte de loi qui concernait, qui modifiait l'élection présidentielle. Je ne sais plus ce qu'on modifiait, enfin peut-être le nombre de candidats, enfin la manière dont on présentait cette candidature. Et moi j'ai obtenu, déposer une motion de procédure à l'époque. L'intérêt des motions de procédure, c'est qu'elles duraient 1h30, temps de parole. Maintenant c'est une demi-heure maximum. Bon. Mais pendant une heure et demie, je n'ai parlé que du budget de l'Élysée. En disant, attendez, bon, c'est le sujet, on parle de l'élection présidentielle. Et pour expliquer, au fond, résumer tout ce que je vous dis, et dire c'est plus tenable. Alors, ça n'était plus tenable, et à ce moment-là, donc, en 2000, à la fin de l'année 2007, au mois de novembre 2007, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé de changer le système, c'est-à-dire, de faire un vrai budget. Donc le budget est passé de 30 à 100 millions, mais en incorporant tout ce que les ministères faisaient cette fois-ci. Bon, ils ont fait comment? Ils ne me l'ont pas dit à l'époque, ils l'ont dit après. La directrice de cabinet m'a dit on s'est inspiré du bouquin de Dauzière, parce que comme nous, on ne connaissait rien, évidemment, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Voilà, ils ont fait ça. Et puis surtout, ils ont demandé à la Cour des comptes de faire le contrôle tous les ans. Alors ça, c'est une erreur que jamais Mitterrand n'aurait fait un truc comme ça. Hein, bon. Mais là, donc depuis, si vous voulez, la Cour des comptes, depuis 10 ans, tous les ans, fait un rapport. Et je peux vous dire que la lecture des rapports de la Cour des comptes, là, comme je suis en train de faire un petit bouquin de synthèse, là, qui paraîtra au mois de septembre, donc j'ai relu tous les rapports, j'ai relu tous les rapports de la Cour des comptes, je les avais lus hein, déjà à l'époque, enfin... Alors c'est là où, si vous voulez, c'est tout. On découvre, alors je ferai court avant, si vous voulez, découvrir récemment, qu'est-ce qui se passait. Donc avant, et à l'arrivée de Sarkozy, enfin la première année. Bon, parce que le budget de 2008, cette opération, au fond, qu'est-ce que disait, il y avait un des responsables du service financier a eu l'occasion de dire à un moment donné à la justice, moi, vous savez, j'avais une note de 3 pages que mes prédécesseurs m'avaient transmise, qui devait, paraît-il, remonter du temps du général de Gaulle, qui expliquait que le budget se dépensait, à l'Élysée, on dépensait l'argent de manière souple et flexible, que la commande publique, la réglementation sur les commandes publiques ne s'appliquait pas, et que, par exemple, la cave de l'Élysée comportait 15 000 bouteilles et appartenait au chef de l'État qui pouvait très bien, à son départ, la prendre. Voilà. Le type avait 3. Et à partir de ce moment-là, on dit aux gens, maintenant, attendez, marché public, ça existe, c'est un mot, c'est pas un gros mot. La mise en concurrence. On payait, à l'Élysée, on payait les gens sur présentation d'une facture. On n'avait pas fait de bon de commande. Le type présentait une facture. Alors, dans le temps, on se disait qu'il faudrait peut-être faire un bon de commande. On faisait après coup. Et on s'est aperçu, la Cour des comptes, aperçu que les bons de commande ne correspondaient pas au montant de la facture qui avait été faite. Enfin, bref, c'était on avait ses fournisseurs habituels. C'était n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. On dépensait sans compter. Avec la certitude que, de toute façon, personne ne s'y intéressait ou n'y venait pas. Et donc, vous vous rendez compte que le changement, aujourd'hui, la présidence de la République est l'institution la plus contrôlée de toutes les administrations françaises. Ah, il y a un rapport tous les ans, vous savez, de 2 magistrats de la Cour des comptes qui tous les ans vont passer 2 mois à l'Élysée pour éplucher les factures. Du coup, on garde les factures. Bah, il faut bien garder les factures, pour que la Cour des comptes puisse voir si c'était régulier ou pas ça. Donc pour les archives, c'est magnifique. Depuis 2008, on va avoir des archives à l'Élysée. Avant, il n'y en a pas.
Il n'y a pas de facture. D'ailleurs, on faisait des factures. C'est pas nécessaire. Donc maintenant, tout est contrôlé. Hein, et les rapports, je ne rentre pas dans le détail parce que les anecdotes, il y en aurait des temps. Là, je renvoie éventuellement à mon prochain bouquin. Mais je signale les observations les plus intéressantes de la Cour des comptes. Tout ça s'est transformé. Vraiment, aujourd'hui, si vous voulez, on compte, on mesure, on fait des bilans, etc. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne compte pas, et c'est la seule chose à laquelle je ne me suis jamais attaqué. Vous savez, c'est les repas, les dîners d'État. C'est-à-dire comme le président de Chine a été reçu la semaine dernière, il y a un repas d'État, donc 200 à 250 personnes qui sont invitées à l'Élysée, et là c'est un repas en sort tout, enfin, la vaisselle, les services de vaisselle de 1830, enfin je veux dire l'argenterie, et surtout les fleurs, bref, c'est du grand art. Du grand art, on fait tout. Tout le monde s'y met, les nappes, bon, il n'y a pas de mobilier, le mobilier c'est des tables en bois, tout ça est recouvert de nappes, pliées, repassées sur la table, enfin bref, c'est depuis 140 ans, 4 ou 5 fois par an, la République française montre à ses invités qu'en matière de gastronomie, d'œnologie et d'art de la table, la France, c'est vraiment ce qui se fait le mieux au monde. Bon. Eh bien, ça, je n'ai jamais posé la question. Je ne me suis d'ailleurs jamais posé la question de savoir combien ça coûte. Parce qu'il y a quand même, avouez quand même que ce serait quand même un peu gonflé que d'inviter quelqu'un et de lui dire, vous savez, le repas qu'on vous sert, ça coûte tant. Ça n'a aucun valeur. Et puis ça démontre aussi que l'approche comptable n'est pas l'approche qui est toujours justifiée. Il faut savoir dépasser cette approche comptable. Il faut savoir, si vous voulez, être capable quelquefois aussi de faire de la politique. Non pas de dépenser n'importe comment, mais de dire on a un geste politique à faire. Bon. Ceci dit, si on a gardé ça, on a arrêté le système qui, de Pompidou, ça ne se passe pas comme ça sous De Gaulle, mais de Pompidou a commencé, les autres ont continué, Mitterrand, alors là, on ne dit pas, bon, enfin, c'est rien, enfin, on a quelques échos, maintenant, quand un chef d'État se déplaçait à l'étranger, il avait, le chef d'État français, il y avait naturellement un dîner d'État offert par le chef d'État étranger. Mais à ce moment-là, Pompidou a eu l'idée de dire, bah, on pourrait rendre le repas, le dîner d'État. Enfin, le président français pourrait rendre le lendemain son dîner d'État. Le problème, c'est que les ambassades françaises n'avaient rien du tout. Alors, on emmenait tout. Tout, la vaisselle, la verrerie, les fleurs, les fruits, les légumes, tout, la viande. On emmenait tout en avion à l'étranger pour organiser sur place un dîner d'État pour que le chef de l'État français fasse un dîner d'État. Vous vous rendez compte? Non. Ça, c'est supprimé. Hein. Giscard l'avait maintenu. Giscard avait simplement dit à un moment donné, attendez, on maintient la tradition, mais pas avec la vaisselle de l'Élysée. Elle est trop fragile. Hein. Non, mais des assiettes qui coûtent 6 à 7 000 euros, enfin, qui n'ont pas de prix, etc. Donc, il avait dit, c'est le Quai d'Orsay qui fournira sa vaisselle. Elle est correcte, mais moins précieuse. Voilà. Mais ça n'existe plus non plus. Bon. Ben, vous voyez, voilà. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, en substance, le budget de l'Élysée, c'est 115 millions. Enfin, il y a un budget officiel, il y a encore quelques petites sommes qui sont prévues dans les ministères, mais on sait où elles sont. Hein, il n'y a plus, la Cour des comptes le dit, etc. Et donc les choses sont claires, contrôlées, il y a des procédures, il y a un responsable des achats, il y a un responsable des relations humaines, il n'y a pas de politique sociale, quand même. Pas de comité d'hygiène et de sécurité, tout ce qui est social, quand même encore un peu compliqué, il ne faut pas leur en demander trop d'un seul coup. Bon, on fait des appels d'offres à peu près sur tout, voilà, donc ça... on met des mises en concurrence, bref, tout ça est devenu transparent. On essaie de faire des économies. Hein. Hollande est celui qui a fait le plus d'économies. Là-dessus, s'il avait pu faire la même chose pour la France que ce qu'il a fait pour l'Élysée, le résultat serait parfait. Hein. Mais, je veux dire, ça a été
la présidence de Hollande, ça a été dur. Alors ça a été facilité par le fait que sous Sarkozy, le directeur de cabinet, Christian Frémont, qui est décédé, un préfet, lui, il a serré la vis. Hein. Mais évidemment, il a serré la vis. Il a fallu que le personnel s'y mette. Hein. Il était habitué à autre chose. Donc, les résultats ont été intéressants, mais ce n'était pas suffisant. Donc, évidemment, le successeur Hollande, lui, a pu aller plus loin. Il y a un règlement budgétaire, etc. Bon, voilà. On verra maintenant ce que fera le successeur, mais voilà. Voilà pour ce qui concerne les élections. On est vraiment passé de la noirceur à la lumière. Mais c'est quand même un cas un peu particulier, puisque comment cette institution, qui a pris autant d'importance politique, a pu fonctionner aussi longtemps de ça. Et personne ne disait rien. Hein. Les journalistes non plus. Sur les voyages à l'étranger, là, ce que je viens de vous dire, alors, jamais un journaliste n'a dit tiens, il y a des avions qui amènent. Bon. Les délégations qui partaient, Mitterrand, il en est 2, 3 Concorde. Je ne sais pas d'ailleurs pendant ce temps-là comment Air France faisait pour emmener des gens, puisque pendant les 2 ou 3 jours où les 3 Concorde étaient mobilisés, plus d'autres avions, des délégations de 400 personnes. Donc oui, c'est. Bon, maintenant, voilà, les choses sont claires, et en tout cas, un président aujourd'hui ne peut plus faire ce que ses prédécesseurs faisaient, parce qu'immédiatement, et puis la transparence qui s'est ouverte là-dessus fait que, maintenant le Parlement a un rapporteur spécial, la Commission des finances, tous les ans qui fait un rapport. L'Élysée d'ailleurs répond, hein. Donc l'Élysée, c'est au début l'Élysée, on lui posait des questions, il ne répondait pas. C'était un secret dépense. Bon, maintenant l'Élysée répond. Largement. Le nombre d'émissions de télévision que vous avez pu voir sur la manière dont les choses se passent, ça existe, etc. Les journalistes qui maintenant écrivent, bah, ils ont de la matière pour faire des livres et pour dire comment ça va. Ils en rajoutent même, ils mènent leurs enquêtes, enfin, etc. Donc c'est vraiment tout ça très, très transparent. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y avait pas d'archives. Non, vous travaillez là-dessus, il n'y a pas d'archives. Il n'y avait rien, et en plus, on disait, attendez, on ne touche pas à le respect du président de la République. De quoi on parle? Alors que maintenant, bah, moins de problème, on va voir, il va y avoir prochainement un procès à la suite d'un épisode, d'une commande d'un sondage qui a été fait tout de suite à l'arrivée de Sarkozy, avant même que tout ça s'applique. On commande à un institut de sondage 1,5 million de sondages, une ligne, une page. Hein, voilà, le président de la République demande à M. Buisson de lui faire des sondages, etc. Puis il fixera lui-même, l'intéressé fixera lui-même les questions, voilà. Bon, cette affaire-là est finie d'ailleurs, à venir un peu en justice, là on dit c'est quand même une utilisation des fonds publics qui n'est pas correcte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, non, il n'y a pas de souci. D'autant que je voulais peut-être vous poser une autre question après, mais parce que, en tous les cas, ce qui est assez intéressant de ce que vous dites, et alors, il y a, pour les archivistes présents dans la salle, c'est vrai que c'est un peu une démonstration par l'absurde, parce que parler des archives sur un sujet où en fait il n'y a pas d'archives, ça peut paraître paradoxal, ou justement nous renvoyer à nous dire finalement à quoi sert-on. Mais ce que vous indiquez, c'est que aujourd'hui, il y a des archives. Mais oui, alors déjà. Pour ne pas paniquer les archivistes dans la salle. Justement, ce qui était assez intéressant, c'est que vous montrez bien que c'est bien le fonctionnement normal d'une démocratie n'était pas celui justement des non-dits, de la non-publication. J'ai noté au fur et à mesure que vous l'énonciez, la situation précisément que vous décriviez au début de votre propos montrait bien justement tout le problème posé par les non-dits, les secrets, l'absence de diffusion, l'absence d'impression, une époque où Internet n'existe pas, donc là aussi quand même une réflexion vis-à-vis des publications et de la possibilité de diffusion directe d'informations qui est possible sur Internet, que ce soit sur le journal officiel, les débats de l'Assemblée nationale qui sont même filmés en direct. On voit bien justement quel est le pas que l'on a franchi en termes d'accès à l'information et du coup l'importance également des archivistes dans cette capacité à pouvoir conserver et organiser l'information qui permet de tracer
ces nouvelles procédures qui se mettent en place et qui permettent après d'avoir justement une gestion, de pouvoir débattre sur des faits, sur des choses qui sont établies. Concrètement. Et puis aussi de débattre sur des choses qui sont contextualisées, décrites. Vous dénoncez tout le travail que vous avez fait justement de qualification. C'est un vrai travail en fait de qualification des données, d'arriver à chaque fois par les questions parlementaires, par ce jeu de questions-réponses, d'arriver à savoir, ben voilà, les chiffres, on parle de quoi, on parle de quelle ligne budgétaire, de quel montant, pour quel type de prestation, quel type de personnel. Alors, il y avait des archives politiques, hein, malgré tout. Oui, oui. On m'a montré une fois une visite quand j'ai visité les caves, hein, parce que l'Élysée, ce qu'on voit de l'Élysée, c'est les salons dorés. Hein. Oui, mais tout ça, c'est la réception, c'est nos monuments historiques. Restaurer tout ça, c'est bleu. Tous les gens de l'Élysée travaillent dans des conditions absolument épouvantables. Hein, c'est-à-dire dans des sous-sols pas aérés, enfin, etc. Et puis les conseillers, eux, ont des cabinets, ont des petits bureaux dans les combles, enfin, je veux dire... il n'y a pas beaucoup d'espace, enfin tout ça. Bon, c'est pas comme dans tous nos palais nationaux, les pièces de réception c'est magnifique et tout, mais les conditions de travail sont détestables. Quand une fois je lui ai demandé, je vais quand même aller voir les caves, hein, le truc. Bon. Et là on m'a montré, notamment l'archiviste de l'Élysée m'a fait montrer un certain nombre de documents du temps de Georges Pompidou. Là il y a des pièces politiques qui existaient quand même, hein, des décisions du président de la République, et c'est Giscard d'Estaing qui avait décidé de formaliser tout ça et de classer ça aux archives. Mais en plus, aujourd'hui, si vous voulez, le fait que la transparence existe, eh bien, on a vu des citoyens, notamment un ancien maire de Grenoble, M. Avrier, un écolo, là, qui a fait des choses. Quand il a appris, par exemple, qu'il y avait des sondages qui étaient faits à l'Élysée, enfin, des coûts faramineux, etc., puis qu'il a vu dans le document parlementaire qui avait obtenu la liste des sondages, parce que l'Élysée lui avait donné, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il a dit, moi, mon droit de communication des documents administratifs, je demande qu'on m'envoie les sondages. L'Élysée dit non. Procédure habituelle, CADA dit oui, c'est un document administratif, c'est des documents administratifs. Commission d'accès aux documents administratifs qui s'appuie sur une loi de 78 qui permet à tout citoyen voilà, de... Oui, mais CADA. Là, moi j'ai siégé pendant 5 ans à la CADA, là, c'était application de la loi, hein, et c'est des documents administratifs, donc c'est communicable. L'Élysée ne veut pas les communiquer, le tribunal administratif, et le tribunal administratif ordonne à l'Élysée, sous peine de 300 € d'amende par jour, etc., de communiquer d'ici un mois. Donc l'intéressé, il a reçu 300 cartons d'archives. Et puis il a commencé à les analyser. Et puis alors là, d'ailleurs, il s'est aperçu qu'il y avait des sondages qui n'avaient rien à voir avec l'Élysée. Bon. D'où d'ailleurs des procédures. Oui, une plainte qui a été ensuite des plaintes et des procédures. Et donc, si vous voulez, maintenant, on peut accéder à un certain nombre utiliser cette procédure, si vous voulez, de communication. Le citoyen lui-même peut le faire, parce qu'au fond, on voit bien que la transparence démultiplie, si vous voulez, les informations qu'on peut avoir et fait penser à un certain nombre de choses auxquelles on ne pouvait pas penser avant, à un moment où personne n'osait même poser la moindre question sur l'Élysée. Bon, maintenant, on en débat régulièrement au Parlement, enfin, bon, etc. C'est vrai que d'ailleurs, ça nous lancerait dans un autre débat, mais il y a une histoire à faire sur qui est faite aussi, hein, mais sur la notion de sacralité du pouvoir, puisque sacralité, secret, on renvoie à un certain nombre de notions qui ont pu brider la parole ou les initiatives, comme vous l'expliquiez, alors même que justement, il y a à l'heure actuelle un mouvement de libération beaucoup plus important, qui est assez intéressant et qui est aussi favorisé par le numérique. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de la CADA, je vous avais posé la question également des possibilités de l'existence de données éventuellement en open data, donc c'est des choses qui n'existaient pas et qui se développent peu à peu, qui donnent une capacité aux citoyens, dans un mode de démocratie directe, à pouvoir contrôler eux-mêmes ou vérifier eux-mêmes et prendre connaissance d'un certain nombre de données. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement la loi que je vous expliquais, que j'exposais, qui a fondé la commission d'accès aux documents administratifs, date de 78. Donc théoriquement, elle est assez ancienne et elle remonte à l'époque que nous évoquions juste avant, de Giscard d'Estaing. Mais il est bien clair du coup qu'il
il faut aussi qu'un certain nombre d'acteurs, au-delà même de la loi, soient capables de la mettre en branle correctement et de la faire entrer en application, parce que la loi traduit une volonté politique, mais encore faut-il qu'il y ait un certain nombre d'acteurs convaincus de la nécessité de son application. Et on voit bien que cette loi, qui est assez ancienne, en fait, connaît encore à l'heure actuelle des progrès notables, mais qui voilà, se sont étalés sur un espace de temps très important. Et ce que vous racontiez, c'est vrai que c'est plus maintenant avec le numérique que l'on voit, et là aussi une forme d'industrialisation du travail de la CADA, que l'on voit cette capacité à rendre exécutoires des décisions de communication, de documents. Deux exemples récents. L'un concerne l'Élysée. Ça a été en liaison, notamment, on en a reparlé au cours de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Alors, on a appris que, bon, il y avait des logements, le personnel de l'Élysée était logé dans une annexe de l'Élysée, enfin, qui s'appelle le Palais de l'Alma, enfin, etc. Bon, c'est là où, d'ailleurs, Mitterrand et sa seconde famille ont logé pendant son septennat, quoi, sans que personne ne sache. Et bien, l'un des sénateurs demande au directeur de cabinet ou au secrétaire général, puisque l'intéressé Benalla avait obtenu un logement là, bon, enfin, à quel titre, comment est-ce qu'on fait pour avoir un logement? Et le secrétaire général lui dit moi je ne réponds pas, je ne pourrais pas répondre à des choses comme ça. Eh bien, un journal, enfin, Mediapart, a posé à ce moment-là la question directement en vertu de cette communication d'accès aux documents et a sorti, quelque temps après, la liste, hein, alors là, le nom, la superficie de chaque logement et le loyer que payait chaque intervenant. Donc vous voyez que là, bon, le secrétaire général apparemment n'était pas au courant que ces éléments pouvaient être donnés. Et sur un autre sujet, mais qui vous intéresse très directement, et là que j'ai vécu en direct à la CADA, parce que c'était compliqué, c'est que maintenant, là encore, grâce à une demande de Mediapart, tous les éléments, ou les factures et les éléments de campagne présidentielle sont accessibles au public. Alors, d'abord aux journalistes, au public, etc. On anonymise un certain nombre de délais, et c'est à partir de là que tous les articles que vous avez pu avoir sur la dernière campagne présidentielle, où on vous dit que tel candidat a obtenu des financements qui ne sont pas clairs, que tel autre a dépensé ceci, tel, tout ça, tous ces résultats d'enquête ont été réalisés parce que maintenant, les journalistes ont la possibilité de consulter, je dirais, l'intégralité des comptes des candidats. Et là, d'ailleurs, la commission des comptes de campagne s'y était opposée. On est allé devant le Conseil d'État. La CADA avait d'abord dit oui, c'est des documents administratifs, donc c'est communicable. Logeron ne voulait pas les donner, donc c'est allé devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a dit si, c'est des documents administratifs. Donc vous voyez que il y a là donc maintenant des possibilités qui sont ouvertes grâce à cette communication et qui permettent justement de renforcer, parce que avant, sur la campagne présidentielle, on avait quoi? On avait le compte-rendu de la Commission nationale des comptes de campagne, qui faisait ça, l'analyse, enfin l'analyse sèche. Maintenant, vous avez toujours ce compte-rendu qui est fait, et puis quelques mois après, parce que quand même le temps, ces documents soient consultables, anonymisés, etc. Et après, vous voyez que chaque journal se met à révéler quelle était... Mais ça, les journalistes peuvent faire de l'investigation, ce que la Commission des comptes de campagne ne peut pas faire. Donc elle n'est pas encore là-dessus, mais on a là aussi beaucoup avancé. Et ça, c'est la loi, enfin c'est le code maintenant d'accès aux documents administratifs. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir que justement on a un faisceau d'acteurs, et c'est ce que j'évoquais au début, hein, au-delà des archivistes, qui est le sujet privilégié, mais surtout à partir de demain, mais il y a un faisceau d'acteurs qui fonctionne un peu de concert, c'est-à-dire journalistes et parlementaires peuvent par des biais différents arriver à faire avancer certains sujets, voilà, si on reprend la métaphore de la lumière, à mettre des coups de projecteur sur certains sujets, de telle manière que le contrôle soit suffisamment serré pour que derrière, les responsables politiques ne puissent plus se dire que la meilleure façon c'est de détruire et de cacher, mais qu'ils se sont de toute façon pris, et que la meilleure façon est encore de gérer convenablement et suivant les procédures. Et à partir de là, l'archiviste a aussi un rôle à jouer pour précisément organiser la mémoire de ces procédures et arriver à pouvoir prouver leur bonne application. Alors,
Ce qui est intéressant, avant de céder la parole à la salle, je vois que le temps a tourné, mais je voulais quand même vous évoquer un petit sujet autre, parce qu'on l'a déjà évoqué, vous avez parlé d'anonymisation, vous avez parlé justement de la question de ce qui peut encore... l'exemple que vous donniez sur les logements à l'Élysée peut poser aussi cette question qui est justement à quel moment mettons le curseur entre ce qui peut relever de la protection de la vie privée des personnes, même dans le cas de fonction publique, et justement de ce qu'on vient de voir plutôt sur le droit d'accès de tout citoyen, de demander des comptes sur l'action publique. Et oui, il y avait un cas qui était peut-être intéressant, qui était celui justement d'une réforme que vous avez poussée, mais qui était autour des déclarations d'intérêt et de revenus des élus. Oui, du patrimoine des élus, oui. Qui a fait débat. Alors, dans cette question, ça a montré d'ailleurs que la transparence ne peut pas être absolue. D'abord, en théorie, la transparence absolue, c'est celle qui mène à la dictature. Enfin, je veux dire, l'Allemagne de l'Est, on ne veut pas recréer un système comme celui de l'Allemagne de l'Est. Bon. Donc, la transparence doit se limiter à un certain nombre de domaines. Alors, il y a naturellement secrets médicaux, il y a secret d'État en politique, et il y a surtout, je dirais, le respect de la vie privée, hein, c'est-à-dire d'autres valeurs constitutionnelles qui font que quelquefois ça peut s'opposer à la transparence. Et là, c'est bien le rôle du Conseil constitutionnel de dire attention, hein, ok, la transparence c'est bien, mais il y a d'autres limites. Et on l'a vu directement dans la loi de 2013, notamment sur le patrimoine, qui a été d'ailleurs mal comprise, parce que, bon, à la suite de l'affaire Cahuzac, le président de la République dit désormais le patrimoine des ministres sera rendu public. Bon, tous les ministres sont décidés, et on connaît le patrimoine des ministres. Bien. Et puis on a fait voter un texte en disant qu'il va falloir que le patrimoine des parlementaires soit également rendu public. Et finalement, ce qui est ressorti de ce texte, c'est une consultation du patrimoine dans les préfectures, avec interdiction de publier quoi que ce soit. Sinon, on a quelques milliers d'euros d'amende. Alors les gens se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire, pourquoi se cacher? Et pourquoi là? Alors, là, on a évité une crise, oui, une vraie crise, parce que moi j'étais le porte-parole du groupe socialiste sur ce texte, enfin bon, et j'ai participé naturellement aux diverses discussions qui ont eu lieu. Et je me rappelle très bien, un dimanche soir, le président de la République avait dit « Moi, je veux que le patrimoine soit public », et le président de l'Assemblée disait « Il n'est pas question que le patrimoine soit public ». Autrement dit, on disait « On résout comment ?» Alors, l'hypothèse, c'était « On va appliquer le 49.3 ». 49.3, c'est-à-dire imposer la volonté du gouvernement à une assemblée qui ne veut pas. Enfin, sur ce sujet-là, c'était vraiment pas... Bon, on a été à deux doigts un peu d'accord. Alors, on a sorti la solution de compromis qui consistait à dire, puisqu'il ne faut pas désavouer personne, on va le rendre public, puisqu'on pourra le consulter, mais bon, on ne va pas le diffuser. Voilà, c'est tout. Alors à partir de là, ça a arrêté public, donc on ne désavouait pas le président de la République, et puis la majorité de l'Assemblée à ce moment-là a accepté cette formule en disant... les gens étaient très déçus. En réalité, ce qui était important dans cette question, ça n'était pas de savoir quelle était la composition du patrimoine des parlementaires. Et puis on l'a étendu d'ailleurs aux élus locaux, et puis un certain nombre d'autres fonctions, au cabinet ministériel. Ce qui était important, c'était de dire il faut faire la démonstration que durant sa vie politique, un élu ne peut pas s'enrichir indûment. Alors, comment faire la démonstration? Un, il fait une déclaration de patrimoine au début de mandat. Deux, il fait une déclaration de patrimoine à la fin du mandat. Le problème n'est pas de savoir si ça c'est public, le problème est de savoir si cette déclaration est exacte, exhaustive, et si les deux sont exacts et exhaustifs. Et, alors ça existait depuis 20 ans, on faisait des déclarations, enfin personne ne les contrôlait, de toute façon l'instance qui les contrôlait, elles n'étaient pas rendues publiques, rien du tout, et puis elles ne connaissaient même pas les revenus. Donc je ne vois pas comment, quand on connaît pas les revenus des gens, on peut
aussi vérifier si le patrimoine a... Bon, enfin, là, au contraire, on a dit, tout ça va être contrôlé. Et donc, on a créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, qui contrôle, qui a obtenu l'aide des services fiscaux pour contrôler si les déclarations sont exhaustives, sincères et exactes, au début et à la fin. Et je peux vous dire que, oui, elle a fait son boulot, moi, mes collègues parlementaires n'arrêtaient pas de me dire qu'est-ce que c'est que tout ça. Ils nous demandent, ils m'ont retrouvé un compte d'épargne de mon petit-fils, enfin, etc. J'avais oublié, enfin bref, bon. Et donc, à partir du moment où cette déclaration est contrôlée, bon, le problème pas de savoir si elle est publique ou pas, mais elle est contrôlée, et elle est contrôlée à l'arrivée, ben, la conséquence, c'est qu'il y a eu 15 parlementaires dont la Haute Autorité a vérifié 15 sur 900, hein, pas beaucoup, ça fait 1%, enfin 15, 7 députés et 8 sénateurs, dont l'évolution des déclarations de patrimoine pendant leur mandat ne correspond pas à leur état de fortune, et donc ces déclarations ont été transmises, je dirais, à la justice, puisqu'elles sont sanctionnables, 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc les décisions de la justice n'ont pas encore été rendues, mais voilà. Donc aujourd'hui, on a donc un système qui marche. Donc, et c'est ça qui était l'essentiel. C'était pas de toute façon, le Conseil constitutionnel a dit oui, la déclaration de patrimoine des parlementaires peut être consultée, donc d'une certaine manière rendue publique, même s'il y a atteinte à la vie privée, mais on considère que la fonction permet une atteinte à la vie privée, pas celle des conjoints d'ailleurs, parce que le Conseil a refusé que la déclaration des patrimoines des conjoints soit mise en disant là, attendez, pas mélanger. Par contre, pour les élus locaux, on avait dit que cette déclaration de patrimoine pouvait aussi être consultable de manière. Le Conseil constitutionnel a dit non. S'agissant des élus locaux, leur qualité d'élu local ne justifie pas qu'on puisse consulter leur patrimoine, bon, alors qu'en termes d'enrichissement, très franchement, s'il y en a qui ont la possibilité de s'enrichir indûment, c'est plus facilement, je dirais, les élus locaux que les parlementaires, compte tenu je ne dis pas qu'ils le font, mais je dis que compte tenu des masses financières, etc. en cause, le risque est peut-être plus grand là. Mais bon, en tout cas, et pour les fonctionnaires et les membres de cabinet, là aussi, le Conseil constitutionnel a dit non, on ne publie pas, on ne rend même pas consultable parce qu'il y a une atteinte à la vie privée qui serait trop importante. Donc on voit bien qu'il y a cette limite qui existe aussi dans le souci, et je comprends bien que le souci, surtout quand il s'agit de questions qui concernent un petit peu le train de vie des individus, la limite n'est pas toujours très facile entre la vie privée et pas. Puis la vie privée, c'est aussi les conjoints. Alors, les conjoints, quand ils ne font pas de politique, enfin, pourquoi voulez-vous les mettre dans la... pourquoi voulez-vous les dire ça? Moi, si vous voulez, mon épouse a jamais digéré, j'avais mis, moi, avant même que ce ne soit obligatoire, j'avais rendu publique ma déclaration de patrimoine. Bon, mon épouse n'a jamais apprécié que je rende publique ma déclaration de patrimoine, hein, sur mon blog. Alors, pourquoi tu vas dire quel est le montant ce que j'ai sur mon compte d'épargne, des choses comme ça, puis la valeur de la maison, enfin, non, bon, on n'a pas divorcé pour autant. Non, mais il faut bien comprendre que la vie politique aujourd'hui, notamment pour les parlementaires, à cause justement de ce souci de transparence, est devenu quand même compliqué pour les gens, hein, et pour la famille, ça pose de vrais problèmes. Hein. Il faut aussi faire attention. Voilà. Bon. Après, ce qui est intéressant, alors je voudrais laisser quand même le temps de prendre quelques questions, et donc bon, le sujet étant ce qu'il est, il y aura forcément un aspect un peu inachevé, j'en ai bien conscience, mais justement je voulais peut-être dire en conclusion ce qui était intéressant dans cet dernier aspect des choses, c'est de voir que la notion de transparence est forcément un compromis, et qui est aussi influencé par l'état de conscience d'une société à un moment donné, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on estime relever de la vie privée ou non, et ça varie dans le temps, ça varie aussi dans l'espace. On espère demain pouvoir aussi discuter de comparaisons internationales. Je ne reviendrai pas sur le cas par exemple d'un pays comme la Suède, mais qui a une tradition de transparence beaucoup plus importante, avec une loi sur la liberté de la presse remontant au XVIIIe siècle,
qui justement chez eux fait qu'ils n'ont pas le même curseur. Certains revenus vont être considérés comme devant être déclarés un peu presque pour tout un chacun et public, et ça ne va pas être le cas du tout en France, comme on vient de le voir, où on met le curseur ailleurs. Et aussi, on l'a peu abordé, et c'est vrai que ça peut manquer dans un débat sur la transparence à l'heure de la révolution numérique, mais c'est vrai aussi que je pense que les moyens techniques influent sur ce qu'on entend par transparence. On l'a brièvement abordé sur les déclarations, et je voulais juste y revenir pour terminer. C'était que les archivistes sont assez habitués à faire la différence entre accès et diffusion. C'est-à-dire que comme les archivistes ont organisé de tout temps, et puis enfin, fort longtemps, l'accès à des documents papier, on est habitué à dire que voilà, on offre une libre communication des documents sous une forme papier. Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, un certain nombre d'associations nous reprochent, et ont pu reprocher d'ailleurs dans le cas qu'on a vu à juste titre, enfin en tous les cas on le comprend totalement, que c'était pas une vraie transparence que de donner un accès papier à un endroit donné, et qu'à l'heure du numérique on ne pouvait plus imaginer une transparence qui ne soit pas une mise en ligne de documents, mais avec les problèmes que ça pose en termes de capacité d'indexation automatisée, de travail des moteurs de recherche qui donnent des capacités d'exploitation et donc d'éventuelles atteintes à la vie privée bien supérieures à ce qu'est la diffusion sur table. Donc je ne pourrais pas aller plus loin, mais voilà. On a ce problème, je ne traite pas le sujet, avec notamment les frais professionnels des parlementaires qui n'étaient pas contrôlés. Donc le parlementaire faisait ce qu'il voulait. Et puis aujourd'hui, ces frais sont contrôlés. Tous les parlementaires doivent justifier leurs frais parlementaires et ils sont contrôlés en interne au nom de l'autonomie des parlementaires par la responsable de la déontologie de chaque assemblée, et je vois bien que certains souhaiteraient que quasiment toutes les factures des parlementaires soient améliorées. Très franchement, personnellement, je ne vois pas quel est l'intérêt, d'ailleurs je ne vois pas en plus l'intérêt, mais quel est l'intérêt de savoir que j'ai fait un repas avec 2 ou 3 personnes qui a coûté 400, 500 euros. Hein, ou que, bon, que le vin était... enfin, je veux dire que là, déjà le problème de savoir s'il s'agit d'une dépense professionnelle ou pas, ça suffit, contrôlée, raisonnable. Je ne vois pas pourquoi il faut aller mettre tout ça sur la place publique. Là, je pense que... on voit l'évolution. Là, je vois qu'on dérive. Enfin, ceci dit, le système est nouveau. On verra bien si les contrôles, les premiers contrôles viennent d'avoir lieu. Il y a de toute façon, je veux dire qu'aujourd'hui, quand même, les parlementaires, ils tiennent une comptabilité très précise. Hein. Ils doivent faire ça. Ils gardent les factures aussi, hein, avec l'aide d'experts comptables. Mais bon, c'est pas obligé d'aller... L'essentiel, c'est que le citoyen doit savoir que le parlementaire, c'est comme pour le patrimoine, qu'on a mis en place un système qui empêche les élus de s'enrichir indûment, et que là, on met en place un système qui justifie que les frais professionnels sont effectivement dépensés selon leur usage. Il n'y a pas besoin ensuite d'aller savoir... Là, vous lancez le débat pour le... Voilà, bon, non, mais... Parce que... Là, vous lancez le débat parce qu'effectivement, on voit bien que je pense que certains pourraient avoir une position autre, et surtout ça pose la question justement de ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire que dans votre parole, vous dites effectivement il faut faire confiance, il y a un dispositif de contrôle et en cela c'est un progrès. Ce dispositif de contrôle est effectivement interne à l'Assemblée nationale et finalement c'est plutôt lui qui va rendre des comptes sur ce qu'il fait et il sert d'intermédiaire de confiance. On peut parler de tiers de confiance comme on a l'habitude nous dans le monde des archives, mais de tiers de confiance vis-à-vis de la société. Mais c'est vrai qu'aussi à l'heure actuelle avec le numérique, on voit se développer une demande de démocratie directe qui, sur la base de l'open data ou d'autres mouvements, va effectivement demander à ce que finalement ça ne suffit plus. C'est-à-dire on cherche à ce que les citoyens, puisque certains moyens techniques existent, à ce que les citoyens puissent vérifier eux-mêmes. Donc on est là, à mon avis, dans un débat. Mais... C'est un vrai débat, on verra. Vous parliez tout à l'heure notamment des pays nordiques. Il est vrai que dans les pays nordiques, pour des raisons historiques, culturelles, religieuses, la transparence est beaucoup plus forte qu'en France. J'entends tendance, vous savez ce que gagne un tel, vous savez ce qu'il a dépensé. Bon, ok. Bon. Ceci dit, chez nous, les choses progressent et si je reviens au budget de l'Élysée, je pense que nous sommes le seul pays au monde où les comptes du souverain, je dis souverain parce que d'ailleurs ils ne sont pas tous des présidents, il y a des rois, des reines, des ceci,
où les comptes du souverain sont les mieux connus et contrôlés. Même dans les pays nordiques, j'en suis pas sûr. Pour la bonne raison que là, on a aujourd'hui mis en place un système en France où la totalité des dépenses se trouve recentrée dans le même domaine. Ailleurs, même quand Mme Merkel se déplace, par exemple, elle utilise les flottes, la flotte gouvernementale allemande, c'est pas dans son budget de Premier ministre. C'est à côté. Bon, je ne parle pas du président des États-Unis, parce que lui, on ne sait pas. Parce qu'on dit souvent à la présidence des États-Unis, là aussi il y a un souci de la transparence, on sait ce qu'on a dépensé, etc. Mais vous ne savez absolument pas le montant des dépenses lorsque le président des États-Unis fait un déplacement. Et quand le président des États-Unis se déplace, c'est avec environ une délégation de 1000 personnes. Et avec plusieurs Boeing. Je veux dire, et un service de sécurité dont il ne connaît même pas, et dont on ne peut même pas connaître le coût pour la raison de sécurité. Là. Donc, autrement dit, la dépense du président des États-Unis, qui doit être faramineuse, bon, la dépense du président français, elle n'est pas aussi faramineuse qu'au début, je pouvais le croire. Maintenant, on sait, c'est 110 millions. Hein, une journée, c'est moins qu'une journée d'intérêt, d'ailleurs. Enfin, bon. Donc, c'est ça. Et puis, on fait quelques petites économies. Mais je crois qu'il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'autres pays, il faudra que je vérifie. Je crois qu'on doit être celui où les comptes du président sont les plus connus et les mieux contrôlés. Quand même, après tout, on peut en être fier. Je remercie à tous de votre participation et de votre écoute. Et je remercie M. Dauzière pour sa présence et ses propos.